Alors, nous avons choisi de vous parler de transactions distribuées. Alors, comme l'a dit Julien, pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de transactions distribuées? C'est quelque chose du passé que vous avez peut-être expérimenté. Eh bien, il s'avère qu'avec la révolution DevOps, vous avez peut-être entendu parler du buzzword du moment, il y a de plus en plus de microservices qui bourgeonnent à droite à gauche chez nos clients. Et qui dit microservices dit services distribués. Il y a de plus en plus de services disponibles en ligne, et on a tendance à réduire et à essayer d'isoler de plus en plus nos services. Ce qui va se passer, malheureusement, c'est qu'il va y avoir des transactions qui vont se distribuer à travers ces services. Alors moi, je me présente, je m'appelle Bertrand Fulgoc, je travaille pour Octo Technologies Suisse. Julien Steller, Octo Technologies Suisse aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons été aussi rachetés par Accenture. Alors, un petit sommaire. D'abord, une définition, puisque qu'est-ce qu'on entend par transaction distribuée? On va préciser un petit peu ce que c'est. Ensuite, on va parler de tolérance aux fautes, qui est vraiment le cœur du problème. Et c'est vraiment de ça dont on a envie de vous parler. Ensuite, on fera une petite déviation vers des patterns. On va en présenter deux, qui nous paraissent assez importants et assez intéressants. Et enfin, on parlera de tests. Parce que chez Octo Technologies, on aime bien faire des tests, on aime bien automatiser, on aime bien valider que tout ce qu'on a fait marche. Alors, une définition. Qu'est-ce qu'une transaction distribuée? Qu'est-ce qu'on entend par transaction distribuée? Transaction distribuée, c'est simplement lorsqu'un événement unique va changer deux sources de données différentes. Alors, ça peut être deux bases de données différentes, ça peut être un état en mémoire. Toujours est-il que le système se retrouve avec des endroits qui sont changés et qui ne peuvent pas nécessairement communiquer en cas de panne, réseau par exemple. D'accord? Donc si je prends l'exemple d'un service qui a sa base de données, un autre service qui maintient un état en mémoire, tampon, si j'ai un événement qui va modifier les deux, eh bien, c'est une transaction distribuée. Donc cet événement unique, maintenant, il n'est plus atomique. Qu'est-ce que c'est qu'un événement atomique? C'est tout simplement dire que mon système, avant cet événement atomique, il est dans un état, et après cet événement atomique, il est dans un autre état. Il n'y a pas d'état transitoire possible. Avec une transaction distribuée, vous imaginez déjà qu'il est possible de se retrouver dans un état transitoire. Si un des systèmes se retrouve mis à jour avant l'autre, on va se retrouver dans un état incohérent. On parle donc de cohérence à terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, éventuellement, eh bien, l'événement se sera propagé partout dans le système et les sources de données auront été modifiées en conséquence. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Il faut essayer d'éviter de le faire, mais on a de moins en moins le choix. Je passe la main à Julien qui va vous parler un peu de théorie. Alors, un théorème qui a eu pas mal de succès, on va dire, ce qui est une vulgarisation de la formalisation de ce problème-là, de problème de préserver l'atomicité tout en gardant de la consistance, de la cohérence, et de supporter ça dans un système distribué. Ça a été le théorème de CAP. Donc, pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est une formulation orientée vers les praticiens du théorème FLP qui a été loué et qui est l'impossibilité du consensus dans les systèmes distribués asynchrones. Donc ce que dit le théorème de CAP, essentiellement, c'est que parmi les trois propriétés qu'on souhaiterait avoir pour une base de données, pour un système distribué en général, c'est-à-dire la disponibilité, la cohérence et la tolérance au partitionnement, on ne peut en garantir que deux. Donc c'est un petit peu réducteur au sens où, à partir du moment où on a un système distribué, en fait, la tolérance aux partitions, on n'a pas vraiment le choix de la subir. Donc la vraie question que pose le théorème de CAP, c'est quand vous construisez un système, en présence de partitions, qu'est-ce que vous allez sacrifier? Est-ce que ça va être la disponibilité, c'est-à-dire qu'une partie de votre système va refuser les nouvelles transactions parce qu'il sait qu'il n'est pas à jour par rapport à l'autre? Ou est-ce que vous allez sacrifier temporairement au moins la cohérence? C'est-à-dire que les deux systèmes auront des vues divergentes temporairement de ce qui se passe dans votre système complet. Alors, ce qu'on peut espérer atteindre, c'est de sacrifier la cohérence temporairement durant les partitions pour ensuite la retrouver quand les conditions réseau s'amélioreront, les conditions réseau et les conditions de latence. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'en présence de partitions, ce qui est à peu près inévitable dans un système distribué, on a le choix entre sacrifier la disponibilité au moins d'une moitié du système et la cohérence des données à travers le système entier. Récemment, on a eu d'autres avancées qui essayent de trouver les limites du théorème de CAP, qui essayent par exemple, d'écrire les problèmes qu'on peut résoudre tout en préservant les trois, c'est-à-dire en termes de on accepte qu'il y ait des partitions
et on essaie de préserver et la disponibilité et la cohérence, mais les résultats sont plutôt décevants au sens où les problèmes qu'on est capable de résoudre sans faire le choix imposé par le théorème de Cap sont plutôt, disons, très très limités. Donc en fait, malgré les efforts qui ont été mis en place, on voit qu'on a une limite dure, on va dire, sur qu'est-ce qu'on peut garantir dans un système dans lequel on a de la synchronie, des partitions et, au pire que ça, des défaillances. Donc, je vais repasser la main à Bertrand pour la suite des événements. Merci Julien. Alors maintenant que la théorie est un petit peu posée, on va parler un petit peu pratique, histoire de ramener tout le monde un petit peu sur Terre, parce que tout ça, bon, c'est bien beau, mais effectivement, dans la réalité, ça se passe différemment. Alors on va prendre le cas d'une petite start-up suisse, au hasard, qui a choisi de vendre des voyages au ski. C'est la saison, en plus il y a plein de neige en ce moment. Je vous invite à aller sur notre site, réserve. Donc il y a trois services, d'accord, pour cette petite start-up. Un qui va me permettre de réserver un vol, parce qu'effectivement on a une visée internationale. Ensuite on va visiter la Suisse un petit peu peut-être, et puis ça va être facile d'aller jusqu'à son chalet, donc on peut réserver un chalet et une voiture. Donc on a ces 3 services différents. Alors, première implémentation, un petit peu naïve pour la réservation d'un service, réservation du chalet. On va dire que le client arrive, j'ai fait une implémentation en synchrone, c'est-à-dire que je vais valider la réservation de mon chalet, et j'attends. Donc j'attends, effectivement, et tant que la transaction ne s'est pas terminée, tant que je n'ai pas sauvegardé en base de données, eh bien j'attends. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si jamais, effectivement, le service tombe en vol ? Eh bien, après un certain temps, après un time-out peut-être, eh bien, l'utilisateur va se retrouver avec un message d'erreur. Donc l'expérience n'est pas vraiment idéale. Bon, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça. On peut faire mieux que ça. On passe avec une file persistante. C'est-à-dire que maintenant, on envoie un message sur cette file. Cette file est écoutée, d'accord, par le service. Lui, il va récupérer le message, le traiter, et tout va bien. D'accord ? Donc, tant que le service ne tombe pas pendant le traitement d'un message, on est bon. D'accord ? Si on a été un petit peu naïf encore et qu'on a pris le message et qu'on le traite, et qu'on tombe pendant ce temps-là, eh bien, on va perdre la transaction encore une fois. Donc encore il suffit de se dire, bon d'accord, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer mon message uniquement une fois que j'ai fini le traitement, par un mécanisme d'acquittement. Donc le service va prendre le message, effectuer tous les traitements, c'est OK, je supprime le message de la queue. A priori, vous me direz, bon là on est bon normalement. Mais il n'y a pas vraiment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Puisque si jamais il tombe pendant le traitement du message, mais juste au moment où il va pour le supprimer, eh bien mon service va tomber, il y a un autre service qui va prendre le relais, d'accord ? Et ce service-là, eh bien, il va retraiter le message, encore une fois. Donc là, je vais vous parler d'idempotence. L'idempotence, c'est quoi ? Ça veut dire que ce message, peu importe le nombre de fois où je vais l'envoyer, peu importe le nombre de fois où je vais le jouer, je vais avoir le même résultat. D'accord ? Donc je ne vais pas facturer mon client 3 fois, 15 fois, ou 2 fois en l'occurrence, si le service est tombé une fois. Je vais faire en sorte qu'il soit idempotent. D'accord ? Donc c'est très important, ça. Alors, ça marche pour un service. On y est, c'est bon. Donc on est idempotent, mon service y tombe, il n'y a pas de problème, j'ai tous mes tests, tout va bien. Maintenant, j'ai introduit un deuxième service, parce qu'effectivement, on parle de transactions distribuées. Donc il faut plusieurs services. Alors tout va bien. Je le mets sur ma file, je le lis, je le traite, j'envoie un message en disant c'est bon, je passe la main au service d'après, donc fonctionnement en série. Le service d'après, il prend ce message, et si pendant ce temps, quelqu'un a réservé ma voiture, qu'est-ce que je fais ? Là, il va falloir compenser quelque part. Il va falloir dire bon, désolé, on n'a pas réussi à réserver la voiture. D'accord ? Donc il va falloir faire cette compensation, que ce soit manuel ou automatique. On aime bien le faire automatiquement, donc on va essayer de le faire automatiquement. Donc ça nous amène à des patterns. Le premier pattern, c'est le pattern de chorégraphie. Donc d'abord un petit peu de vocabulaire. Pour chaque transaction, donc une transaction, on va dire c'est la réservation d'un voyage complet. On va dire qu'il y a 3 sous-transactions, d'accord, qui sont idempotentes. Et chaque sous-transaction a une sous-compensation. Une compensation, c'est quoi ? Eh bien, c'est effectivement ce qui va me permettre d'annuler ou de compenser, on verra que le besoin business va justifier le choix, cette sous-transaction. Alors, toutes les transactions ne peuvent pas être compensées. Si on imagine par exemple qu'on a supprimé un utilisateur ou qu'on a pris de l'argent à quelqu'un, pris de l'argent, on va pouvoir lui remettre de l'argent, mais ce n'est pas nécessairement trivial, il va falloir y penser, il va falloir faire attention dans votre design. Alors, on va y voir comment ça marche la chorégraphie. Premier cas, je réserve ma voiture, le système de la voiture dit OK au chalet, mon chalet est réservé, OK, je passe à l'avion, réservé, super. Condition idéale, je vais skier, je suis heureux. Deuxième cas, il y a un petit problème au niveau de la réservation du chalet.
Orage au désespoir. En plus d'être triste, eh bien, le client est triste, mais moi, mon système, eh bien, il se retrouve, il est plus cohérent. On est dans un état où, effectivement, le voyage complet n'a pas été réservé. Donc, on a une voiture qui a été réservée, un client pas content. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Dans un premier temps, notre entreprise a choisi eh bien, de la compenser en annulant tout simplement. D'accord? Donc, on va envoyer un message sur une file persistante. Le service de réservation de voiture va récupérer ce message, voir la transaction, dire « celle-là, c'est pas bien passé, j'annule la réservation de la voiture et tout va bien ». C'est un choix business, c'est un choix métier. Vous pourrez me dire, effectivement, on pourrait le compenser autrement. On pourrait très bien dire, eh bien, ce chalet n'est plus disponible, en voici d'autres qui sont disponibles. Ou alors, ce chalet n'est plus disponible à telle période, voici une nouvelle période. Mais ça, c'est un peu plus de travail. Et l'équipe a choisi de faire quelque chose d'un peu simple, puisque c'est un cas qui arrive assez rarement. Mais c'est à vous d'y penser, c'est à vous de voir avec le business comment vous allez compenser. Toujours est-il qu'il va vous falloir avoir cette compensation. Alors, c'est instinctif. C'est vrai que chaque service s'occupe tout simplement d'écouter sur une file les messages qu'il arrive qu'il doit traiter, les messages qu'il doit compenser. L'effort est assez minimal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute un service, eh bien, je fais attention aux cas positifs, aux cas négatifs. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne suis pas trop couplé aux autres, puisque j'écoute mes fils, et peu importe ce que les autres services font, je continue. Attention à l'idempotence, je pense que je l'ai suffisamment dit, et à la robustesse. Donc si un service tombe et qu'il le reprend en main, je pense que je l'ai assez matraqué, il va falloir être sûr qu'on va pouvoir traiter cette transaction de manière élégante. Par contre, il y a un problème avec ce design, c'est que plus vous allez rajouter des systèmes, bon, tant qu'on en a 3, nous tout va bien, mais si vous en rajoutez des dizaines, des centaines, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué de voir la danse des services, comment ça se passe, où sont les messages. On a même vu des cas chez des clients où il y a des dépendances cycliques, donc on arrive, le système il n'arrive plus à trouver un état stable. C'est pas terrible. C'est assez difficile aussi à débugger. Donc on n'arrive pas à savoir pourquoi, comment ça s'est passé. Et puis le débugger, moi en tant que développeur, je vais avoir envie d'avoir un environnement, d'essayer de le reproduire chez moi. Et bien, il va falloir que je monte tous les services. Et ça, c'est vraiment pas facile. Donc, imaginons qu'on passe en parallèle ou qu'on augmente le nombre de services. Donc on va passer en parallèle ici, tout simplement parce que bon, augmenter le nombre de services, on ne va pas réserver autre chose pour l'instant. Eh bien, comment on va faire pour compenser un message si il ne s'est pas encore passé? C'est-à-dire, il va y avoir des conditions de course un petit peu. C'est-à-dire, si j'envoie un message et que le service de réservation de voiture est plus rapide, il va dire bah, « moi, j'arrive pas à réserver la voiture, quelqu'un l'a réservée, trop tard. » J'envoie le message en disant au chalet bah, « j'ai pas réussi ». Et le service du chalet, il le prend et dit « mais attends, moi, j'ai même pas encore réservé ça, le message, il est ailleurs. » Donc, on a toutes ces problématiques auxquelles il va falloir commencer à réfléchir. Combien de temps est-ce que je garde ce message? Ok, d'accord, c'est une compensation, peut-être qu'il y a le message associé qui va arriver, et si le message, il n'arrive jamais, qu'est-ce que je fais? Il va falloir réfléchir à tout ça. Alors, je voudrais vous parler de l'orchestrateur. L'orchestrateur, c'est un nouveau service par lequel mes transactions vont passer, les messages vont passer, et il établit un journal. Donc, par exemple, il y a un message qui arrive qui dit bah, « réserve-moi la voiture », ok, j'ai l'adresse du service, je réserve la voiture, je le note, réserve-moi le chalet, pareil, ainsi de suite. L'idée, c'est que dès qu'il y a une erreur, bien, il suffit de reprendre le journal de transaction et on arrive à savoir quelle compensation il faut jouer. Relativement simple. Alors, je parlais de parallélisme. L'orchestrateur, il va rajouter un léger délai, évidemment, ça va être tout petit. Après, ça va dépendre de votre business. Hein. Si jamais vous êtes à la milliseconde, ça peut poser problème. Si vous faites du trading, par exemple, votre orchestrateur, il va falloir l'optimiser aux petits oignons. Le passage au parallèle, il faut faire assez attention. Dans le cas de cette start-up suisse, c'est peut-être génial d'envoyer tous les services, on peut le faire, mais on n'a pas vraiment besoin de le faire. Et la complexité ne justifie absolument pas. Il y a les conditions de course, il y a aussi l'ordre à maintenir des messages. Il y a toutes ces problématiques qui vont arriver, et en vrai, le gain de performance, il est négligeable. Donc, on faut faire attention à ça. Alors, j'espère qu'il y en a parmi vous qui se disent, mais attendez, un orchestrateur, là, tous les messages, ils passent par là, ils redirigent. C'est un ESB. Alors moi, j'ai eu des très mauvaises expériences avec les ESB, et je ne voudrais pas que vous pensiez qu'un orchestrateur, c'est un ESB, parce que c'est un pattern qui est assez sympa, en fait, hein, une fois que vous l'avez mis en place. Alors en vrai, vous pouvez très bien reproduire un ESB avec votre orchestrateur. Pardon. Donc un ESB, pour ceux qui ont la chance de ne pas savoir ce que c'est un Enterprise Service Bus, donc c'est un énorme service par lequel tous vos messages vont passer. Et donc comme vous pouvez voir ici, il y a une grosse flèche marron, arrive là, hop. Donc ça veut dire qu'il y a un gros message qui arrive avec tout plein de choses dedans. Et l'ESB, il va s'occuper de le découper, de dire, bah voilà, il faut que je le traduise pour tel service, je l'envoie à tel service. Donc il y a vraiment de la logique business dedans, la logique métier. Il y a aussi du routing, il se passe tout un tas de choses. Mon orchestrateur, idéalement, il ne va pas savoir tout ça. Il va juste recevoir le message avec une destination, il le note et il fait passer le message. Donc c'est vraiment smart endpoint,
dumb pipes. Donc, ça veut dire les tuyaux sont stupides et les services restent intelligents. D'accord ? Le USB, c'est l'inverse. Les services peuvent être complètement stupides. Il envoie le message énorme, je m'en fiche, et c'est l'USB qui va avoir toute l'intelligence. Donc, quels sont les travers de ce pattern et pourquoi est-ce que j'aime pas trop les USB ? Parce que dans le passé, c'était généralement géré par une équipe. Donc, il y a une équipe qui est responsable de l'USB. Généralement, ça se fait même par ticket. Ça peut peut-être vous rappeler des choses. Et donc, on attend que l'équipe des USB fait ci et fait ça. Il y a toute une batterie de tests à balancer qui sont à la main, qui sont automatiques. C'est un goulot d'étranglement. Et en vrai, c'est un service pour unifier tous les services et and in the darkness, bind them. Hein, horrible. Donc, on va essayer d'éviter ça. D'accord ? Donc, les avantages quand même de l'orchestrateur, plus de dépendance cyclique, c'est très facile, je reprends mon journal et j'arrive à voir quelles sont les sous-compensations qu'il faut que je joue. Ensuite, le service est un petit peu plus simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas à s'occuper d'aller chercher sur une queue, telle ou telle queue, qu'est-ce qu'il va faire. Après, vous pouvez faire ce choix-là, mais dans l'exemple que je vous ai présenté, eh bien, il va tout simplement attendre que l'orchestrateur lui dise tiens, joue telle compensation, joue telle transaction. La complexité est linéaire, au fur et à mesure que j'ajoute des services, ça devient un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus exponentiel comme ce qu'on avait avec les chorégraphies, où l'interaction entre les services se multipliait. Attention à la logique décentralisée. Vous pouvez partir sur un orchestrateur où vous mettez trop de logique, et là vous allez vous rapprocher de l'USB. Ensuite, il faut essayer de le garder au sein de l'équipe. Donc vous n'allez pas avoir un orchestrateur qui va piloter des services à travers toute votre entreprise. Ce n'est vraiment pas le but du service. Vous allez essayer de le garder le plus petit possible. D'accord ? Même si ça va être assez difficile, puisque l'idée, c'est justement d'avoir plusieurs services. Donc c'est là que votre travail d'architecte va devenir important. Ensuite, ça devient un point de défaillance unique. Qu'est-ce qui se passe si mon orchestrateur tombe ? Si l'orchestrateur tombe, il n'y a plus personne qui danse, il n'y a plus personne qui joue. Donc ça veut dire que mon service, il est complètement arrêté. On ne peut plus réserver de voyage au ski. C'est le drame. Alors que si jamais il y a un des services qui tombe dans un mode chorégraphie, eh bien on va avoir un mode dégradé qui sera bien plus facile à implémenter. D'accord ? Et puis il y a le couplage qui est un petit peu plus fort, parce qu'effectivement, il faut que cet orchestrateur ait accès à tous les services. Alors c'est bien beau tout ça, quand est-ce que je choisis une chorégraphie, quand est-ce que je choisis un orchestrateur ? Au final, c'est un petit peu comme de la musique. Si vous avez un petit groupe de musique, ils arrivent à jouer ensemble, ils s'entendent bien, ça va, c'est facile, on arrive à le gérer. Mais dès que ça devient trop, dès que ça devient une cacophonie en vrai, vous allez le voir assez vite, eh bien il vaut mieux avoir un chef d'orchestre. Alors c'est pas tout, il va y avoir des défis, évidemment. Premier défi technique, donc gros slide, n'ayez pas peur, le monitoring. Alors, la disponibilité des systèmes, maintenant, c'est plus un seul système, c'est le produit des disponibilités des systèmes, en termes de pourcentage. Donc si j'ai 99,99% de disponibilité pour un service, ça veut dire à peu près 50 à 1 heure de perte de disponibilité par an. Si j'en ai 10, ça va monter à 8 ou 9 heures. Donc ça commence à devenir, ça peut devenir un problème, ça peut devenir beaucoup d'argent qui passe par la fenêtre. Donc il va falloir faire attention au monitoring, il va falloir faire attention aussi au mode dégradé. Donc ici, on a mis 2 librairies, Hystrix et Resilient Fujay, qui vont vous permettre assez facilement donc, de bouchonner et de proposer des alternatives aux services. Donc si vous avez un service qui tombe par terre, je peux très bien dire, avec une simple annotation, avec Hystrix et Resilient Fujay, si jamais celui-là, tu n'arrives pas à le contacter ou qu'il y a une latence trop importante, va là à la place ou présente simplement cette page, ce message d'erreur. Donc le monitoring devient très important. Et l'observabilité. Donc vous aurez cet après-midi une présentation qu'un de mes collègues va faire sur l'observabilité. Donc je vais passer assez vite, mais toujours est-il qu'il faut que chaque service ait des SLA. Donc ça veut dire que mon service, il faut que je garantisse qu'il ait un temps de réponse adéquat, il faut que je garantisse qu'il a un RPO et RTO adéquat aussi. Recovery Point Objective, Recovery Time Objective. Donc c'est quoi? Ça veut dire, si jamais mon service tombe et qu'on perd les données, combien de temps en arrière est-ce qu'on arrive à venir? Donc ça, c'est le Recovery Point Objective. Donc, par exemple, je perds une demi-heure de données, c'est pas grave. Ou alors j'en perds 1 minute si mes données sont un peu plus critiques. Donc c'est à vous encore de bien le définir. Le RTO, c'est combien de temps est-ce que mon service va mettre pour remonter si jamais il tombe. Et ça va vous permettre effectivement de proposer aux équipes, de les informer de tu utilises mon service, il va falloir que tu fasses avec ces SLA. Si vous n'avez aucune idée, vous êtes là, d'accord, moi je ne sais pas, 100 000 transactions à la minute ou 200, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Votre service est déjà en vol. On a commencé par dire les SLA, c'est les performances actuelles. Donc vous mettez en place des tests de performance, vous mesurez la performance et vous dites d'accord, ça c'est mes SLA. Ça vous permettra au moins, lors des prochaines itérations, d'éviter de détériorer la performance et puis ça permettra aussi de communiquer sur les performances de votre SLA.
Alors, je vais maintenant passer la main à Julien qui va vous parler de comment on teste les transactions distribuées. Alors, on a vu qu'on allait avoir plusieurs soucis, que la complexité d'orchestration, ou en tout cas d'organisation des services entre eux, avait augmenté, qu'on avait des défis à relever s'agissant de la tolérance aux fautes et de la synchronie. La question, c'est comment est-ce qu'on va tester ça, s'assurer qu'on a mis en place un système qui allait survivre à ces événements, des défaillances ou des problèmes d'asynchronie ou d'indisponibilité de service. Il y a une tendance qui est apparue en ce moment, c'était de faire du chaos, ce qui s'appelle du chaos engineering. Donc ça a été mis en place par Netflix notamment, qui a son infrastructure sur Amazon et qui a mis en place des outils pour déclencher volontairement des défaillances plus ou moins aléatoires au sein de son infrastructure. Donc la technique mise en place, ça va être de faire une diversion d'une partie du trafic vers un groupe de contrôle et un groupe expérimental. Pour le groupe expérimental, ils vont traverser un système dans lequel il y aura eu des défaillances de provoquer. Donc à la sortie de ces deux disons, déviations du chemin habituel, on va comparer les résultats produits par les deux infrastructures, celle qui a subi des défaillances et celle qui se comporte dans un environnement normal, pour vérifier que la sortie reste la même, ou en tout cas que le mode dégradé est acceptable vis-à-vis des restrictions qu'on s'est imposées. Donc il s'agit en fait de provoquer les défaillances pour se rassurer sur le fait que notre système est robuste et capable de les tenir au cas où elles surviendraient de façon inopinée plus tard en production, par exemple. Donc c'est une idée, disons, alléchante, un petit peu effrayante aussi, parce que vous êtes en train de provoquer des défaillances en production parce que vous avez confiance en votre système. Il s'agirait que ça soit, disons, le cas, que votre système est robuste. Par contre, c'est un environnement dans lequel il y a eu beaucoup d'activités ces dernières années. Donc on a tout un tas d'outils qui sont distribués en général de façon libre. Pour commencer ce genre d'expérience, on vous déconseille de faire ça en production comme Netflix, mais par contre d'avoir un environnement de test dans lequel vous provoquez des défaillances et vous comparez avec le comportement nominal, ça c'est une bonne idée pour vous rassurer sur les défaillances de votre système. Le problème avec ça, c'est que des scénarios dans lesquels vous avez des défaillances qui surviennent, il y en a un nombre explosif. Donc pour arriver à vraiment valider les techniques mises en place, comme on a vu l'idempotence, l'utilisation de vos files persistantes, etc., on va devoir mettre d'autres choses en place. Donc comme d'habitude, vous pouvez tester toute une partie de ces comportements-là à un niveau unitaire, donc juste sur la feature elle-même et la partie du code que vous avez écrite pour gérer ce problème. Donc par exemple le fait de ne pas acquitter le message avant que le traitement soit terminé, ou la capacité à redémarrer après, dans un état connu mais pas celui initial. Puis ensuite, vous allez devoir tester votre composant en interaction avec les autres composants et vous retrouvez la pyramide de tests où vous allez à la fin avoir des tests end-to-end. Donc les tests de chaos dont on parlait précédemment vont entrer dans la catégorie des tests end-to-end puisque certes on perturbe l'infrastructure, mais on ne fait que tester le résultat final et l'état final de votre système. Alors évidemment, il faut éviter de partir à l'inverse, de faire énormément de chaos alors que vous n'avez pas écrit de test unitaire, donc vous connaissez la pyramide inversée. Ça, c'est classique. Donc pour résumer, on a plusieurs choses à tester, notamment l'interaction entre les différents services. Dans la mesure où on en a de plus en plus, elle devient de plus en plus importante à tester. Donc on peut avoir des tests de contrats, par exemple, pour vérifier qu'on ne casse pas les contrats d'API. On peut travailler autour de l'harmonisation des pratiques de développement de manière à avoir des services qui interagissent de façon relativement simple sans avoir besoin de tordre ses propres techniques de développement pour correspondre à celles de l'équipe en face. En tout cas, ça demande de la synchronisation entre les différentes équipes qui sont responsables des différents microservices. Mais on n'a toujours pas résolu notre problème de complexité explosive des différents scénarios qui peuvent survenir dans notre infrastructure. Et pour ça, on est en train chez OctoSuisse, notamment sur une idée de PEVA que vous entendrez parler tout à l'heure, d'essayer de mettre des tests plus ciblés de tolérance aux fautes. Donc provoquer des défaillances, mais les provoquer exactement à l'endroit où on veut tester la contre-mesure qu'on a mis en place.
Donc, parce que le problème qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que nos tests de résilience de style Chaos Engineering, ils sont complètement aveugles. Donc, si on trouve une erreur, il est sûr qu'il faut la corriger, puisque ça veut dire que notre système n'est pas robuste. Par contre, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si on ne voit pas d'erreur, c'est peut-être parce qu'on n'a pas exploré le chemin qui allait nous en provoquer une. Et ça ne nous garantit pas qu'on a tout couvert. Pour se rassurer, on va utiliser des techniques algorithmiques qui sont prouvées et où on a réfléchi fort au fait que ça résolvait le problème auquel on essayait de pallier, et pour arriver à couvrir au-delà des tests unitaires et des tests de composants, ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment, c'est de déclencher les défaillances exactement à l'instant qui nous intéresse. Donc par exemple sur l'acquittement des messages, juste avant de supprimer le message de la file persistante, ou juste après, alors qu'on a déjà déclenché le traitement. Si on provoque la défaillance juste avant l'écriture en base ou juste après l'écriture en base, à ce moment-là, on va avoir les deux scénarios qui étaient difficiles à distinguer à l'origine, et l'idempotence est censé nous résoudre ce problème-là. Donc on va pouvoir tester effectivement dans les deux scénarios qui posaient problème à l'origine que l'idempotence nous résout notre problème. Donc pour ça, ce qu'on essaie de mettre en place pour l'instant, c'est d'instrumenter notre code donc sans le modifier, en le modifiant de façon la moins intrusive possible, en accrochant un debugger sur les différents services et en le scriptant de manière à ce qu'en atteignant un breakpoint qu'on a fixé à l'avance, il puisse décider si oui ou non il doit se sacrifier et déclencher une défaillance, ou au contraire ralentir et puis attendre un certain temps avant de continuer son exécution. Et de cette manière-là, on va pouvoir cibler précisément notre test de tolérance aux fautes. Et ça va nous ouvrir aussi d'autres portes, comme la possibilité de provoquer des chaînes de défaillance, qui elles-mêmes pourraient être un scénario très peu probable et très difficile à observer dans une infrastructure classique, enfin disons non contrôlée. Mais là, on va pouvoir, au fil d'un message et de la chaîne de traitement de ce message, on va pouvoir déclencher une chaîne de défaillance contre laquelle on veut se prémunir qu'elle ne nous provoquera pas de comportement indésirable dans le système. Donc, une fois qu'on aura maîtrisé, disons, ces techniques, on espère pouvoir construire par-dessus ça des techniques de validation des solutions algorithmiques qu'on met en place pour garantir la tolérance aux fautes, sans avoir à devoir explorer de façon complètement aléatoire un espace de possible qui serait beaucoup trop grand. Donc, pour conclure sur cette présentation sur les transactions distribuées, on voit que, comme disait Julien, ce n'est pas un nouveau problème. Par contre, il réémerge de façon très forte parce que, pour des raisons de découplage des différents services, parce qu'on utilise aussi de plus en plus de services externes avec des sources de données sur lesquelles on a un contrôle, disons, très relatif, on se retrouve à devoir toucher des sources de données distribuées, qu'on le veuille ou non. Donc c'est difficile. Dans la mesure du possible, il faudrait essayer de s'en passer. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans attaquer le problème. Donc on vous a présenté quelques solutions. Il y a des grands principes comme l'idempotence, l'utilisation de files persistantes, qui sont des outils efficaces et éprouvés pour garantir la robustesse de votre système. On a aussi vu des patterns qui nous permettent de organiser, disons, ces transactions distribuées dans des systèmes qui sont plus ou moins compliqués, avec un équilibre entre introduire du couplage et avoir un composant central qui est obligé d'orchestrer tout le reste. Et la leçon qu'on voudrait que vous en tiriez, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez garantir dans votre système. Est-ce que vous préférez perdre de la disponibilité ou de la cohérence temporaire? Est-ce que vous êtes sûr des techniques que vous mettez en place pour garantir votre tolérance aux fautes? Comment est-ce que vous testez ces stratégies? Et à notre sens, si vous prenez le temps de répondre à toutes ces questions, vous pouvez commencer à mettre en place des systèmes robustes, malgré le fait qu'on n'ait plus le choix de les distribuer. Je vous remercie. Merci.